الحمد لله حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, on va parler des pneumopathies aiguës communautaires chez les immunocompétents, dont on met l'acronyme PAC. L'introduction, les PAC sont caractérisés par des signes cliniques respiratoires plus condensation pulmonaire à la radio. Donc on doit dire que son diagnostic, il est radioclinique. Elle est due à l'infection du parenchyme pulmonaire par des bactéries à tropisme respiratoire, causant un syndrome infectieux. Les PAC appartiennent aux infections respiratoires aiguës basses. Elles sont de 3 types selon le territoire atteint, pneumopathie ou bronchopneumopathie ou infection alvéolo-interstitielle. Selon le milieu où le patient a été atteint, on va les regrouper en 2 types. Infection aiguë communautaire en dehors de l'hôpital ou déclarée dans les 48 heures d'hospitalisation. Sinon, les infections seront nosocomiales si elles sont hospitalières. L'ampleur du problème. Les PAC représentent la première cause d'infection. Ici, la 4e cause de mortalité. Elles constituent le quart des motifs de consultation en Algérie. Elles peuvent avoir une évolution spontanément favorable, mais cela dépend de la prise en charge précoce et appropriée. Le point important que l'on doit mentionner dans les PAC, c'est le terrain local et général sur lequel se revient la maladie, qui sont l'âge et les comorbidités. Signalons que l'on assiste à une difficulté concernant la mise en évidence du germe en cause, nécessitant l'antibiothérapie probabiliste, ajoutant à cela les problèmes de résistance et aussi le fait que la tuberculose peut se présenter au début comme une pneumonie. C'est pourquoi on a intérêt à réaliser des bacilloscopies, des crachats, pour ne pas passer à côté de la tuberculose, qui a un traitement différent donc des autres pneumonies. L'épidémiologie. Le taux des maladies est sous-estimé et il prédomine dans les pays non industrialisés et aux âges extrêmes de la vie, c'est-à-dire le jeune âge ou les gens âgés. Ce problème constitue un enjeu important de santé publique à cause de son coût élevé. 90% des dépenses sont dues au PAC. 10 à 20% des malades nécessitent une hospitalisation, sans compter l'absentéisme au travail. L'anatomopathologie, l'atteinte infectieuse, elle peut toucher les alvéoles, les bronchioles et ou l'interstitium. L'atteinte alvéolaire aux pneumonies, PFLA, c'est la typique, d'ailleurs on va voir ça dans les signes cliniques. Elle représente une condensation lobaire ou segmentaire évoluant en 3 stades. Alvéolite œdémateuse, donc les alvéoles vont subir un œdème, vont contenir un œdème, c'est pourquoi on dit condensation, qui équivaut au mot comblement. Le 2e stade, l'alvéolite fibrineuse, hépatisation rouge, et l'alvéolite fibrino-leucocytaire, hépatisation grise. Le 2e type bronchiolite, puisqu'on a parlé ici de la teinte alvéolaire aux pneumonies, PFLA, le 1er type. Maintenant, bronchiolite, elle est associée à l'alvéolite qu'on appelle bronchopneumonie, destruction de l'épithélium bronchiolaire et infiltration cellulaire de la paroi. L'atteinte n'est pas systématisée comme dans le premier cas. La 3e type, pneumopathie interstitielle ou atypique. C'est une infiltration inflammatoire diffuse de l'interstitium et des alvéoles. L'éthiopathogénie, il y a 2 modes de contamination aérienne et hématogène. Pour la contamination aérienne, on parlera de la pneumonie, puis on parlera de la bronchopneumonie. La pneumonie, elle débute par un œdème alvéolaire riche en leucocytes, qui va s'extendre par contiguïté par les pores de cône et les canaux de Lambert. Les pores de cône se trouvent dans les alvéoles, entre un alvéole et un autre alvéole. Et les canaux de Lambert, ce sont des canaux qui relient les bronchioles avec les alvéoles. Cette atteinte peut être limitée à un lobe par les scissures, comme elle peut être plurilobaire. Les germes criminés, c'est Streptococcus pneumoniae,
Klebsiella, Haemophilus influenza, Legionella. À la radiologie, on va voir comblement alvéolaire, c'est-à-dire les alvéoles sont remplis par les œdèmes, comblement alvéolaire systématisé qu'on appelle condensation, syndrome de condensation. Pour la bronchopneumonie, il y a un exsudat inflammatoire des alvéoles péribronchiolaires, les alvéoles qui entourent les bronchioles atteintes, qui va se propager aux lobules, et chaque foyer se développe indépendamment des autres foyers, mais ensuite les lésions vont confluer. Germes en cause, Staphylococcus aureus, germes gram négatifs, Mycoplasma pneumoniae, et à la radio on va voir des lésions initialement bronchiolaires, plurifocales, mais après quand elles confluent, elles ne vont pas être plurifocales, elles vont être localisées à un endroit précis. Pour la contamination hématogène, c'est à partir d'un foyer infectieux qui est à distance. Les foyers concernés, il y a un foyer de capillarite, c'est une inflammation qui touche les capillaires, ou microthrombose, ou foyer d'infarctus. Ils sont associés à une réaction inflammatoire exsudative alvéolaire. À la radio, on trouvera des opacités alvéolaires multiples, prédominant aux bases, avec nécrose centrale, qui est similaire à l'infarctus. Cette image, vous l'avez dans votre leçon, je vais l'expliquer. Quand un alvéole est infecté par un germe, disons un pneumocoque, un exemple. Normalement, la flore alvéolaire et les macrophages vont gérer la situation en jouant le rôle de réponse immunitaire. Mais quand ce mécanisme est dépassé, les macrophages produisent des cytokines pour attirer d'autres cellules immunitaires, les PNN. Ces cytokines passent aussi dans la circulation, induisant les signes d'inflammation, qui sont la fièvre et les frissons. L'accumulation des PNN, des macrophages, des débris cellulaires dans l'alvéole vont former l'exsudat et donc ils vont combler les alvéoles. C'est pourquoi on dit comblement alvéolaire. Et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire il y aura gêne des échanges gazeux, des taux productifs et symptômes typiques de la pneumonie. En résumé, si une infection n'est pas maîtrisée quand elle se situe initialement dans l'alvéole, elle se transformera en une inflammation généralisée affectant la fonction respiratoire, voire avoir des répercussions systémiques. Puisqu'on voit que l'inflammation elle va être sous forme d'une réponse systémique. La pathogénie dépend de 3 éléments. De la rupture de l'équilibre entre l'agression et la défense. Aussi, elle concerne le germe en cause s'il est virulent, une grande charge ou l'épidémie. Et concernant l'autre, s'il est immunodéprimé, âgé, tabagique ou à cause des médicaments. La clinique qu'on va traiter ici, elle concerne un type de description, c'est la PFLA, pneumonie franche lobaire aiguë. La plus typique des pneumonies microbiennes peut être diagnostiquée au lit du malade. Le terrain, c'est une splénectomie, alcoolisme ou diabète. Le germe en cause, c'est le pneumocoque. C'est d'ailleurs on va voir ça après, c'est le plus fréquent des germes incriminés. Le début, il peut être brutal ou atypique. S'il est brutal, on trouvera des grands frissons et température élevée, 40 degrés, ou s'il est atypique, on trouvera des signes digestifs ou méningés. Dans la phase d'état, c'est un syndrome pneumonique. La matité qui est franche et centrée, par un souffle tubaire entouré d'oral crépitant, va expliquer ce qu'on a dit à la radiologie tout à l'heure. Puisqu'il y a un comblement alvéolaire, donc il y aura une matité. Les alvéoles ne sont pas pleins d'air. Ils vont être remplis, donc il y aura une matité à la percussion. Et accessoirement, on trouvera des douleurs thoraciques, expectoration rouillée. La rouille, c'est-à-dire que ça date. Donc les expectorations vont avoir une couleur de cette catégorie, de la rouille. Il y aura aussi une érythrose de la pommette, une rougeur aux joues, herpès nasolabial. C'est un herpès, on connaît l'herpès, entre le nez ou les lèvres. À la radiologie, on peut trouver des opacités systématisées lobaires ou ségmentaires avec alvéologramme ou bronchogramme. Les signes biologiques qu'on va trouver, c'est l'hyperleucocytose avec polynucléose, pas hyperlymphocytose, mais polynucléose. Il y aura aussi augmentation de la fibrinémie, CRP et VS. Les explorations qu'on doit réaliser
concerne l'hémostase, la gazométrie, pour voir la répercussion sur la fonction respiratoire, bilan rénal et hépatique, parce qu'il y a des réponses systémiques, donc on peut se douter d'une atteinte rénale ou hépatique. La fibroscopie bronchique, puisque c'est l'étabagique surtout. La PAC peut révéler un cancer bronchopulmonaire. Donc, on est obligé de réaliser une fibroscopie bronchique. Le bilan tuberculeux, comme on a vu tout à l'heure, si on trouve 3 BK dans les crachats, c'est que la maladie, c'est une tuberculose. Aussi, n'oublions pas le bilan électrolytique et nutritionnel. Et l'électrolytique, il concerne le sodium, le potassium, etc. Et nutritionnel, s'il est en malnutrition ou non. Le diagnostic de gravité. Ce diagnostic, il est basé sur les données cliniques et les comorbidités. C'est pour ça qu'on dit que dans les PAC, ce qui est très important, c'est le terrain, ce qu'il soit local ou général. Donc, parce qu'il va participer à estimer, évaluer le statut de gravité. Et ce statut, il va nous indiquer le choix thérapeutique et aussi le pronostic. Les 3 scores spécifiques des PAC, on a 3. Il y a FIN, ou FINE, je ne sais pas comment on le prononce. Il concerne Pneumonie Severity Index, c'est-à-dire l'index de de sévérité pneumonique, qu'on écrit PSI. Dans le sigle, l'acronyme c'est PSI. Et aussi British Thoracic Society qu'on a vu dans la BPCO, British Thoracic Society BTS ou American Thoracic Society ATS. Pour la BTS, elle a réalisé GURB 65 et CRB 65. La différence entre les deux, c'est que la première, elle traite aussi l'urée, par contre la deuxième ne parle pas de l'urée. Pourquoi les scores sont importants? Puisque c'est une pathologie hétérogène. Et quel est le score qu'on va choisir? C'est GURB 65 ou GURB CRB 65. J'ai fait une répétition, mais je voulais dire CRB. L'intérêt de ces scores, c'est pour le choix thérapeutique, l'hospitalisation aussi, je l'ai oublié, et le pronostic. Le GURB 65, qu'est-ce qu'il traite? Il y a 5 critères. C pour confusion. Confusion, c'est une atteinte des fonctions supérieures. Urée, si elle est supérieure à 7 millimoles par litre. La fréquence respiratoire pour R, si elle dépasse 30 cycles par minute. B pour la tension artérielle systolique, qu'elle soit inférieure à 90 mm/mercure, ou tension artérielle diastolique quand elle est inférieure à 60 mm/mercure. L'âge quand il dépasse 65 ans. La conduite à tenir avec GURB 65, si on a 0 à 1 critère, le traitement doit être ambulatoire. S'il a 2 critères, qu'on a mentionné tout à l'heure, l'évaluation hospitalière, on va l'évaluer à l'hôpital, puis si on va décider s'il a une hospitalisation courte ou non. Et s'il a 3 critères ou plus, il doit être hospitalisé. Remarque, pour la CRB 65, c'est les mêmes critères à l'exception de l'urée. La conduite à tenir. 0 critère, c'est traitement ambulatoire. 1 à 2 critères, c'est une évaluation hospitalière avec plus ou moins hospitalisation courte. Et de 3 à 4, le quatrième, c'est le dernier d'ailleurs. 3 à 4 critères, c'est une hospitalisation. L'arbre décisionnel. Le score GURB 65 n'est pas suffisant pour la prise en charge d'un patient atteint d'une PAC. Il faut d'abord chercher les signes de gravité, qui sont l'atteinte des fonctions supérieures, l'atteinte des fonctions vitales, PAS inférieur à 90, fréquence cardiaque supérieure à 120, fréquence respiratoire supérieure à 30, température extrême ou bien inférieure à 35 ou supérieure à 40, néoplasie associée et pneumopathie d'inhalation ou sur obstacle. Ce sont les signes de gravité. Les situations particulières, elles concernent les complications de pneumopathie, par exemple pleurésie ou abcès. Les conditions socio-économiques, s'ils sont défavorables. L'inobservance thérapeutique prévisible, quand on prévoit qu'un malade ne va pas respecter le traitement. Ou l'isolement social quand une personne est âgée. Si l'une des conditions précédentes est présente, l'hospitalisation est recommandée. Sinon, si elle n'est pas présente, on cherche les facteurs de risque de mortalité suivants. S'il n'y a pas de signe de gravité, on cherche les facteurs de risque de mortalité. C'est l'âge supérieur à 65 ans, l'insuffisance cardiaque congestive, la maladie cérébrovasculaire, maladie rénale, qu'elle soit chronique ou hypercréatinémie, l'hépatopathie chronique, la BPCO,
l'immunodépression par corticothérapie ou traitement immunosuppresseur ou splénectomie ou sida. Aussi la drépanocytose homozygote et les antécédents de pneumopathie bactérienne ou hospitalisation de l'année en cours vit en institution. Quelqu'un qui vit en institution, par exemple en prison ou en maison de retraite pour les âgés qui n'ont pas de foyer. Le résultat de cette recherche, si l'âge est inférieur à 65 ans, avec 0,1 facteur de risque, ou si l'âge est supérieur à 65 ans et sans facteur de risque, la prise en charge sera ambulatoire. Et si l'âge est inférieur à 105 ans, avec au moins 2 facteurs de risque, ou si l'âge dépasse 65 ans, avec au moins un facteur de risque, c'est une hospitalisation recommandée. Comment on recherche le germe en cause? En pratique, le résultat de la recherche n'est pas toujours probant, mais cela ne doit pas retarder l'antibiothérapie et quand le germe sera isolé, on prescrira le traitement selon l'antibiogramme. C'est-à-dire, en réalité, dans la vie courante, en vrai, on ne va pas toujours avoir une preuve concrète, convaincante qu'il y a un germe incriminé dans cette maladie. Mais dans ce cas, on ne doit pas arrêter l'antibiothérapie probabiliste. Mais si en cas d'isoler un germe, on doit faire un antibiogramme pour choisir le traitement approprié. Les examens non invasifs pour pratiquer la recherche, ce sont les hémocultures, ponction pleurale, examen cytobactériologique des crachats, PCR diverses, recherche d'antigènes solubles urinaires pour la légionelle, le pneumocoque, aussi sérologie quand il s'agit de germes atypiques. Les examens invasifs, ils sont réservés aux pneumonies graves. Par exemple, on a ponction transtrachéale, on doit franchir la trachée, fibroaspiration protégée, donc c'est une fibroscopie, prélèvement distal protégé, ça concerne un prélèvement invasif. Les espèces incriminées, il y a le pneumocoque qui est le plus fréquent, c'est pourquoi l'antibiothérapie probabiliste se dirige contre ce streptocoque au début. L'Haemophilus influenza, c'est le deuxième le plus fréquent. Moraxella catarrhalis, elle est moins fréquente. Mycoplasma pneumonia et Legionella pneumophila et Chlamydia pneumoniae, on dit pneumoniae, j'ai oublié. J'ai fait une recherche, on dit pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila et Chlamydia pneumoniae, ce sont des bactéries atypiques puisqu'elles se manifestent différemment sur le plan clinique par rapport aux autres bactéries et aussi elles ne répondent pas aux antibiotiques courants. Le Staphylococcus aureus, souvent associé à des pneumonies graves, Klebsiella pneumoniae et entérobactéries. Les virus nécessitent une prise en charge différente des antibiotiques. C'est à ne pas négliger parce qu'il y a jusqu'à 36% des cas incriminés dans les PAC. La clinique et les radios selon les germes. Le Staphylococcus aureus, il touche les nourrissons, les enfants après un épisode grippal et les adultes avec une DDB ou un diabète. Il se manifeste par une insuffisance respiratoire aiguë et une pyopneumothorax qui est la présence du pus dans l'air dans la cavité pleurale avec des images, donc la radiologie donc, de bronchoalvéolite extensive. Pour la légionelle, donc c'est pour ça que quand on a les signes cliniques de chaque germe, on peut présumer quel germe est incriminé d'après la clinique et la radio. C'est pour ça qu'on a dit que le diagnostic de la PAC, il est radioclinique. Le deuxième germe, Legionella pneumophila, lié à la climatisation ou au réservoir d'eau. Elle affecte souvent les hommes de plus de 50 ans. C'est un sujet qui intéresse les cas cliniques si on nous proposera des cas cliniques. De plus de 50 ans, fumeurs, diabétiques ou immunodéprimés. Les symptômes incluent de la fièvre, des signes rénaux et des troubles neurologiques. Donc, si la légionelle, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure faire des antigènes solubles urinaires en parlant de légionelle, puisqu'elle a des signes rénaux, elle va induire la fièvre, des signes rénaux et des troubles neurologiques. À ne pas oublier les troubles neurologiques. La radiographie va révéler des opacités alvéolaires extensives comme le précédent, et la biologie va montrer une hyponatrémie. Donc on va parler de l'hyponatrémie quand on parle des reins. Les Klebsiella pneumoniae,
C'est rare en dehors de l'hôpital. Donc, quand il s'agit d'une KEPSI, là, c'est beaucoup plus nosocomial, ce n'est pas communautaire. Elle touche les personnes dont le terrain est fragilisé, notamment les fumeurs et les atteints de BPCO. Elle se caractérise par une toux purulente et des nécroses. L'hémophilus influenzae, lié au tabagisme et à la BPCO, il provoque une bronchopneumonie chez l'adulte. L'anaérobie, donc la bronchopneumonie, c'est du terrain de l'hémophilus influenzae. L'anaérobie, qui vivent sans oxygène, souvent associée à l'éthylisme, aux troubles de la déglutition ou à un mauvais état dentaire. L'infection débute de manière insidieuse et se manifeste par des expectorations fétides et une image excavée à la radiographie. Fétide, c'est-à-dire odeur désagréable. Les germes atypiques qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui sont 3, touchent la collectivité, touchent la communauté, la société, en hiver et affectent souvent les enfants et les jeunes adultes. Ils provoquent une infection des voies aériennes supérieures et un syndrome grippal avec une pneumonie interstitielle et parfois une pleurésie. Donc, ils peuvent être sujets d'épidémie. L'évolution et la complication. Son traitement autrefois, parce que maintenant on la traite. Autrefois, son traitement, l'évolution était cyclique avec crise urinaire le 8e ou 9e jour. Mais sous antibiothérapie actuellement, il y a d'effervescence, c'est-à-dire l'apyrétisme, descente de la température, qui est rapide dès le 2e, 3e jour parfois. Le nettoyage radiologique complet jusqu'à 1 mois, c'est-à-dire à la radio, il y aura absence des signes seulement jusqu'à après 1 mois. Il arrive jusqu'à 1 mois pour être nettoyé. Mais l'évolution peut être sévère s'il y a éthylisme, comme on a parlé tout à l'heure, du terrain. Éthylisme, diabète, BPCO, malformation bien sûr qui concerne les poumons ou insuffisance respiratoire. Les complications sont les pleurésies para et métapneumoniques, qui sont devenues rares maintenant. Que veut dire para? Parapneumonique, c'est-à-dire le moment de la pneumonie, ou quand la pneumonie post-pneumonie, quand la pneumonie est guérie, on pourra assister à complications de métapneumonie. Aussi les suppurations du foyer pneumonique, il y a des foyers, ils vont suppurer. La décompensation d'une insuffisance respiratoire et délirium tremens. Chez les éthyliques, c'est un délire tremblant lors d'un sévrage d'alcoolisme. Délire manal هذيان. Quels sont les moyens thérapeutiques? L'antibiothérapie, elle est impérative. Ce sont les bêta-lactamines, les macrolides, les céphalosporines, pristinamycine et quinolone. Aussi l'oxygénothérapie en fonction des gaz du sang, l'antipyrétique s'il y a fièvre, hydratation orale ou parentérale selon l'état, et équilibre hydroélectrolytique. N'oublions pas les anticoagulants si allaitement prolongé. Les indications. Quand le germe est isolé, ce qui est rare, on fait un antibiogramme pour voir quel traitement approprié. Le traitement il est généralement probabiliste sans attendre les résultats des prélèvements bactériologiques. Le traitement de la PFLA, c'est l'amoxicilline, 3 grammes par jour pendant 7 jours. Donc, si le comprimé il a 1 gramme, c'est 3 comprimés d'1 gramme chacun, 3 fois par jour pendant 7 jours. Au plus tard 10 jours. D'après ce qui va venir après, on ne dépasse pas 10 jours. Parce que ce délai, la durée du traitement, elle est fonction de l'état de sévérité du malade. Si les germes sont atypiques, on utilise les macrolides. Si ce sont des anaérobies, c'est la pénicilline G et flagile. Si staphylococci, on utilise oxacilline plus gentamicine ou céphalosporine 3e génération. Si c'est une BPCO, ce sont les bêta-lactamines avec acide clavulanique ou macrolide ou quinolone. La durée du traitement est de 7 jours, fonction de sévérité, et le contrôle sera après 3 jours. Si pas d'amélioration, l'hospitalisation. Prévention. On doit arrêter le tabac si quelqu'un est tabagique. Traitement des caries dentaires, s'il s'agit surtout des anaérobies. Traitement des infections des voies aériennes supérieures. La vaccination pour éviter les foyers, la contamination par hématogène, par voie hématogène. Vaccination antigrippale chaque année et antipneumococcique. Les éléments opérationnels, le diagnostic, c'est un récapitulatif. Le diagnostic est radioclinique,
de la PAC. L'évaluation de la gravité, ce sont les scores et les échelles de gravité qu'on a vu tout à l'heure. Le diagnostic étiologique, il exige deux volets, c'est identifier le germe et la recherche du terrain local ou général. L'examen microbiologique n'est pas systématique, il est souvent de présomption. Et le terrain, pourquoi il est de présomption? Puisque le terrain et la clinique et la radiologie et la biologie vont euh, aider le clinicien à proposer son diagnostic probabiliste. Les remarques, les photos des fautes de frappe, je m'excuse pour les fautes de frappe. Généralement, le traitement ne dépasse pas 10 jours, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il est fonction de la sévérité. Si un patient est plus âgé de 40 ans, un examen endoscopique doit être réalisé. Devant toute PAC, il faut rechercher le terrain, parce que ça va aider énormément à poser le diagnostic et le choix de la thérapie convenable. Et en dernier, je vous dis merci. J'aimerais bien que la leçon a été bien claire et facile. Et pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.